J'en ai marre des influenceuses et des nanas qui font de la musculation depuis 6 mois, qui s'autoproclament coach et qui se permettent de donner des conseils et de faire des tendances fitness qui sont toxiques pour vous. La majorité des tendances fitness actuelles qui deviennent virales sont toxiques. Et en tant que coach, je vois littéralement les dégâts que ça fait sur mes clientes au quotidien. Entre perte de confiance, culpabilité, relations complètement cassées avec la nourriture. Bref, je n'en peux plus de toutes ces tendances. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de démonter 7 tendances fitness qui sont en train de devenir virales sur les réseaux. Et je vais les démonter avec des faits réels, avec ce que la science dit à ce propos, pour que tu arrêtes de te comparer et que tu puisses construire une routine qui te convient à toi. Et surtout, une routine qui ne fout pas ta santé en l'air. Alors la tendance numéro 1, c'est les une journée dans mon assiette ou les what I eat in a day. Ça va peut-être te surprendre et je l'ai aussi moi-même fait sur mes réseaux sociaux. Mais cette tendance, je me sens obligée de l'aborder et surtout d'apporter de la nuance. Je suis persuadée que tu as déjà regardé l'une de ces vidéos, que tu t'es déjà du coup comparé, que tu t'es déjà demandé si tu mangeais assez, si tu mangeais suffisamment clean ou si tu mangeais trop, si tu mangeais suffisamment de protéines, etc., etc. Et le souci dans ces vidéos, c'est que même si la personne mange bien et mange suffisamment, que ses assiettes sont équilibrées et bien composées, ce n'est pas parce que ça lui correspond à elle que ça te correspond à toi. Que ça soit d'ailleurs en termes de quantité ou en termes de préférence, on a tous des besoins et des envies différentes. Et au-delà de ça, on a tous une génétique différente, un métabolisme différent, une dépense différente, mais aussi un rapport à la nourriture différent. Et puis surtout, une chose que tu dois retenir, c'est que dans ces vidéos, tu vois tout ce qu'elle a envie de te montrer, mais tu ne vois jamais tout ce qu'il y a hors caméra, tout ce qu'il y a en dehors de ces repas-là, tout ce qu'il y a aussi hors de ces journées parfaites. Elle te montre pas non plus ce qu'elle vit vraiment avec la nourriture, donc ses envies de craquage, les moments où elle a envie de tout dégommer, les envies du quotidien, etc. Tout ça, tu ne le sais pas. D'ailleurs, je vais reprendre l'exemple d'une cliente avec qui on était en déficit calorique, tout se passait très bien. Elle perdait du poids, etc., etc. À un moment donné, elle a un petit peu stagné et elle est tombée justement sur plusieurs de ses vidéos et elle a commencé à me dire: «Ah mais Noémie, j'ai l'impression que tout ce que je mange, c'est énorme par rapport à ce qu'elle, elle mange. Est-ce que tu penses que c'est parce que j'ai gardé tel aliment, c'était du granola, dans mon alimentation, que du coup c'est mauvais pour ma santé, que j'arrive pas à perdre du poids?» Alors que ça se passait très bien, ça faisait juste une semaine qu'elle stagnait, que ça n'avait strictement rien à voir. Mais elle s'est comparée et ça l'a fait douter. En fait, toutes ces vidéos là que tu vois, c'est un peu comme cette copine ou cette tante que tu vas voir et qui va te dire: «Oh, mais tu manges beaucoup toi. Regarde, moi je mange pas beaucoup, je mange peu, je mange ma petite salade.» Sauf que sur les réseaux, c'est tout le temps, c'est en illimité. La tante ou la copine que tu vas voir, tu vas peut-être la voir, bon la copine, tu vas peut-être la voir plus régulièrement, mais la tante, tu vas peut-être la voir uniquement aux grands événements. Sauf que ces contenus-là, tu vas les voir tout le temps sur ton feed et ça va revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, je ne dis pas que ces vidéos sont mauvaises, mais ces vidéos doivent rester une source d'inspiration. Tu peux t'en inspirer pour des idées de repas, des idées de recettes, mais toi seul sais exactement ce dont ton corps a besoin pour fonctionner correctement. Et si tu ne le sais pas, si tu ne sais pas non plus à quelle fréquence et en quelle quantité ton corps a besoin de nourriture pour fonctionner, alors renseigne-toi ou fais-toi accompagner. Ensuite, la deuxième tendance toxique actuelle, c'est le fait de montrer des corps secs et écorchés à l'année et en fait que ça devienne une norme, que ça devienne le standard de la santé. Alors ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, il n'y a aucun mal à être naturellement mince, il n'y a aucun mal non plus à réaliser des sèches, je suis actuellement d'ailleurs en sèche. Le problème que je veux vraiment mettre en avant, c'est qu'avec tous ces corps ultra définis, des définitions extrêmes, des sèches extrêmes, etc., en fait on a fini par normaliser ces corps super secs à l'année. Sauf que désolé de te l'apprendre, mais ce n'est pas normal. Alors si tu veux te lancer un challenge, si tu veux faire une compétition de bodybuilding, pourquoi pas, c'est ok, je l'ai fait aussi. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ça doit rester temporaire. Ce n'est pas une condition que tu peux garder à l'année, du moins si tu veux être en bonne santé physique comme mentale. Alors déjà, il faut savoir que pour la plupart des femmes, atteindre un taux de masse grasse qui permet d'avoir les abdos visibles à l'année n'est généralement pas soutenable sans créer un déficit chronique. Pour rappel, un déficit énergétique, c'est manger moins que ce dont le corps a besoin par rapport à ta dépense. Sauf que le problème, ce déficit chronique de manière trop extrême, en fait, ça va exposer à des risques d'aménorrhée, donc la perte des règles. Ça va aussi exposer à une perte de densité osseuse, une immunité affaiblie, chute de cheveux, les ongles cassants, dépression et j'en passe. Ce phénomène d'ailleurs a un nom et tu en as peut-être déjà entendu parler parce qu'actuellement on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est le RED-S. Donc le déficit énergétique relatif dans le sport, ou on l'appelle aussi la triade de l'athlète féminine. Et à la base, quand on a commencé à parler de ce phénomène, en fait, ça ne comprenait que 3 facteurs. Les troubles du comportement alimentaire, les cycles irréguliers et la perte de densité osseuse. Sauf que plus les recherches
ont avancé et plus les chercheurs ont remarqué que ça touchait bien plus que tout ça. Ça touche aussi le métabolisme, la fonction menstruelle, la santé osseuse, l'immunité comme je l'ai dit, mais aussi la synthèse des protéines et même la santé cardiovasculaire. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote qu'il faudra que je vous raconte juste après. On pense souvent que la perte de règles, etc., c'est le fait de ne pas avoir suffisamment de masse grasse. Mais ce que les chercheurs du RED-S ont remarqué, c'est que ce qui pose problème, ce n'est pas réellement le taux de masse grasse trop faible. Ce qui pose réellement problème, c'est plutôt la disponibilité énergétique insuffisante pour réussir à atteindre ce taux de masse grasse et réussir à le maintenir. Donc le fait de manger beaucoup moins que ce que ton corps ne dépense pour réussir à atteindre ce taux de masse grasse et à le maintenir. Donc il y a des nanas qui peuvent très bien perdre leurs règles alors qu'elles ont un taux de masse grasse encore assez élevé, mais tout simplement parce qu'elles se restreignent beaucoup trop par rapport à ce que leur corps ne dépense. En fait, ce qui se passe quand tu fais ça, donc quand tu te restreins, quand tu es en déficit de manière extrême et de manière prolongée, ton corps il se met en mode pause et il va utiliser du coup son énergie pour toutes les fonctions qui sont vitales, donc pour ton cœur, pour ton cerveau, etc. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut croire, ça ne touche pas que les athlètes de body ou autres, ça touche énormément de personnes. Ça peut toucher des personnes simplement qui se mettent à 500, 800 calories pendant plusieurs mois. D'ailleurs, actuellement, là récemment, j'ai eu une nouvelle cliente qui m'a expliqué qu'il y a plusieurs années, elle s'est mise à 500 calories par jour et ça lui a provoqué des arythmies cardiaques qu'elle a encore à l'heure d'aujourd'hui, évidemment. Si je vous dis tout ça, c'est un sujet qui est sérieux et qui ne doit pas être pris à la légère, parce que ça peut vraiment être très grave. Bref, mon but n'est pas non plus de vous faire peur. Ce que je veux que vous reteniez de tout ça, c'est que être en santé, ce n'est pas être la plus sèche possible. Être en santé, c'est se sentir bien au quotidien, se sentir forte, se sentir mobile, se sentir capable de faire tout ce que tu as à faire sur ta journée, d'avoir de l'énergie sur toute la journée et surtout de manger suffisamment pour couvrir tous tes besoins en protéines, glucides, lipides, mais aussi tous tes besoins en micronutriments. Si à l'heure d'aujourd'hui, tu es dans ce cas-là, pose-toi une question. Quel est le niveau de définition qui te permet de maintenir une bonne énergie, une bonne santé à l'année, tout en profitant de la vie, évidemment. La tendance numéro 3, c'est les routines d'entraînement extrêmes. Je ne sais pas si tu as déjà vu, mais tu as sûrement déjà dû en voir passer, et c'est surtout très connu dans le milieu anglophone. Toutes les influenceuses qui filment leur morning routine à 3 ou 4 heures du matin, puis qui vont directement à la salle avant même que le soleil se lève, ou tout simplement les nanas qui enchaînent entraînement sur entraînement, 100 jours de repos, 1 heure de cardio intense tous les jours en plus des steps, etc. Alors certes, je te l'accorde, ça a l'air super impressionnant et même moi je me suis dit bah pourquoi pas tester. Sauf que personne ne parle de tout ce que ça implique derrière. Déjà, première chose, pour se lever à 3 ou 4 heures du mat et espérer avoir 7 à 8 heures de sommeil par nuit, il faudrait que tu sois au lit endormi à maximum 20 heures. Donc concrètement, ça veut dire zéro vie sociale, zéro resto qui dure un peu trop tard, zéro flexibilité dans ton emploi du temps et clairement ce n'est pas un mode de vie que la plupart des femmes peuvent se permettre, et même celles qui peuvent techniquement se le permettre, bah ça veut pas dire qu'il faut le faire. Déjà, une chose que je ne cesse de répéter, c'est que pour progresser, ton corps a besoin de repos. Accumuler effort sur effort, entraînement sur entraînement, cardio sur cardio, ce n'est pas la bonne chose. Au contraire, ça peut même jouer contre toi. Trop de volume d'entraînement et pas suffisamment de repos, ça ne va pas te mener à de meilleurs résultats, ça va tout simplement te mener à l'épuisement, ça va te mener à potentiellement te blesser et bien souvent à de moins bonnes performances que si tu avais une routine qui est modérée et équilibrée. Je ne cesserai de le répéter, mais plus n'est pas toujours le mieux. Tu n'as clairement pas besoin de te lever en pleine nuit pour aller t'entraîner. Tu n'as pas besoin non plus de t'entraîner tous les jours. Tu n'as pas besoin de faire du cardio tous les jours de manière extrême. Que ça soit pour perdre du poids, tout comme pour être en bonne santé. Au contraire, ça peut clairement jouer contre toi. Il y a d'ailleurs des études sur le sommeil qui montrent que si tu n'as pas suffisamment de sommeil ou un sommeil suffisamment qualitatif, tu perds plus difficilement du poids, mais en plus de ça, tu perds aussi plus facilement du muscle. Donc c'est clairement pas ce qu'on veut. Et crois-moi, au final, une routine un peu plus équilibrée, ça battra finalement toujours une routine extrême que tu finis par abandonner au bout de 2 semaines ou qui finit par te mener à l'épuisement. Bref, tu l'auras compris, ça ne sert à rien de vouloir copier les routines des influenceuses qui sont pour la plupart irréalisables. Crée-toi une routine qui te convient à toi, une routine réaliste, une routine tenable sur du long terme. La 4e tendance, qui est un peu en lien avec la 3e d'ailleurs, c'est la discipline toxique. Je te prends le fameux exemple de amener son propre repas à un repas de famille, de refuser toutes les sorties entre amis pour ne pas sortir de sa routine. Je pense honnêtement que cette tendance la plus toxique, alors qu'elle se fait passer pour une tendance santé et normale, et que si tu ne le fais pas, tu n'es pas
assez discipliné. Attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. La discipline en elle-même n'est pas toxique. Ce qui devient toxique, c'est l'obsession de tout faire parfaitement. En fait, en voyant tout ce genre de contenu avec des routines ultra discipline ultra carrée, ça te fait te sentir pas suffisamment engagé dans ton objectif. Du moins, si tu ne fais pas pareil, et si tu fais déjà pareil, en fait, ça ne fait que te réconforter dans quelque chose qui finalement n'est pas normal. Parce que clairement, à l'heure d'aujourd'hui, si ta routine est tellement rigide que dès que tu rates une séance, dès que tu sors manger avec tes amis, ou que dès que tu te reposes, tu culpabilises, c'est pas de la discipline, clairement, ça devient de l'obsession. Sauf que crois-moi, t'as pas besoin de cette obsession pour être en forme et en bonne santé. Loin de là. Tu peux totalement être en forme et flexible. Attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Cette flexibilité, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Si à l'heure d'aujourd'hui, tu es en déficit calorique, mais que toutes les semaines, tu sors 2 à 3 fois par semaine au resto, bah, faut pas se mentir, à un moment donné, ça va être difficile de rester aligné avec tes objectifs. Quand je parle de flexibilité, c'est pas je peux faire tout ce que je veux tout le temps sans limite. C'est en fait savoir se poser des limites et accepter de faire certains sacrifices quand c'est nécessaire. Mais encore une fois, comme pour tout, c'est une question de dosage, c'est une question d'équilibre, de modération. Le but, c'est que tu trouves le bon dosage entre discipline et flexibilité, celui qui te convient, celui qui te permet à la fois d'avancer vers tes objectifs, mais aussi de profiter de la vie. Et évidemment, non pas basculer dans l'inverse, comme je viens de le dire, où tout est permis et au final, tu n'avances pas. Ensuite, la 5e tendance toxique, en fait, ce n'est pas réellement une tendance, mais ça va être tout ce qui est édition des photos, poses qui te mettent en valeur, les interventions chirurgicales, etc. Bref, je pense que tu le sais, mais on ne le dit jamais assez souvent, ou du moins on a tendance trop facilement à l'oublier, c'est que tout ce que tu vois sur les réseaux, ce n'est pas la réalité. Je pense que tu le sais, mais quand tu scrolles, tout ce que tu vois, c'est des vidéos, des photos qui ont été faites parmi des dizaines, des vingtaines, voire des centaines de photos et qui ont été choisies pour être la meilleure parmi toutes ces photos, pour être postées sur les réseaux sociaux. Tout le monde se prend sous son meilleur angle, sous une bonne luminosité. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tout ce que tu vois sur les réseaux, ce n'est clairement pas représentatif d'un corps normal, d'un corps au quotidien, avec des ventres plus gonflés, des poses qui mettent moins en valeur, etc., etc. Et au-delà de tout ça aussi, il y a un truc que je veux aborder, c'est la génétique. Parce que la génétique, on la sous-estime énormément. Dans cette génétique, tu vas avoir non seulement la répartition de la graisse, tu vas aussi avoir les insertions musculaires, la forme des os, et tout ça, tout ce que je viens de te dire, ça varie énormément d'une personne à l'autre. Là où je veux en venir, c'est que naturellement, il y a certaines personnes qui stockent beaucoup plus facilement dans les fessiers et dans les hanches, qui du coup, par contraste, vont avoir aussi une taille plus fine. Et d'ailleurs, malheureusement, t'as beaucoup de nanas qui vendent des programmes gros fessiers et taille fine, alors qu'en réalité, en fait, c'est juste que depuis le départ, elles ont la bonne génétique. Je dis pas ça parce que je suis jalouse, hein. Quoique peut-être un petit peu. Je dis pas qu'elles ont menti sur leur entraînement, que leur programme c'est de la merde ou autre, loin de là. Mais là où je veux en venir, c'est qu'en fait leur morphologie de base a fait une grande partie du travail. Et que ce n'est pas parce que tu vas reproduire son programme que tu vas avoir aussi des gros fessiers et une taille fine. Et attention, à tout ça aussi, on vient ajouter les retouches photos. À l'heure d'aujourd'hui, crois-moi, c'est hyper simple de venir faire une taille plus fine, grossir un gros fessier, que ça soit via des applications de retouche ou via l'IA. C'est beaucoup plus accessible que ce que tu le penses et c'est aussi beaucoup moins visible à l'œil nu que ce que tu ne le penses. J'allais oublier autre chose, il y a aussi beaucoup de nanas, plus que ce que vous ne le pensez, qui ont recours à des interventions chirurgicales. Que ça soit pour avoir un gros fessier en faisant un BBL, que ça soit pour enlever de la graisse au niveau de l'entrejambe pour avoir les cuisses qui ne se touchent pas, que ça soit pour enlever de la graisse au niveau du ventre pour avoir une taille plus fine. Crois-moi, toutes les influenceuses, enfin pas toutes les influenceuses, mais une énorme partie des influenceuses que tu vois sur les réseaux ou dans la télé-réalité y ont recours. Et malheureusement, t'en as aussi qui vendent un programme comme étant le programme, la solution de leur transformation, alors que ce n'est pas du tout le cas. Elles ont juste eu recours à de l'intervention chirurgicale. Bref, je ne dis pas ça pour critiquer ou autre, je ne dis pas ça non plus pour te dire d'arrêter de te comparer, parce que finalement on le fait toutes, mais je veux que tu sois consciente de tout ce que tu peux voir sur les réseaux, de tout ce qui n'est potentiellement pas la réalité de ce que tu peux voir dans la vraie vie finalement. Ce que je veux que tu retiennes de ce point, de cette tendance qui n'est pas réellement une tendance finalement,
c'est que tu ne dois jamais laisser influencer la façon dont tu te vois et la façon dont tu traites ton corps de par ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Et puis, autre chose aussi, évite de dépenser ton argent dans des programmes en pensant que ce programme va te donner la génétique de la personne qui le vend, parce que ce n'est pas le cas. La 6e tendance, et celle-ci, on la voit partout, c'est les transformations en 30 jours. À l'heure d'aujourd'hui, on va pas se mentir, on veut tout le plus rapidement possible. Du coup, on adore les résultats rapides, les photos avant-après spectaculaires, les transformations, les challenges en 30 jours. Le souci là-dedans, c'est que ce chiffre de 30 jours vous fait croire que c'est la norme pour avoir une transformation spectaculaire, une transformation de fou. Sauf que ce n'est pas le cas. C'est faux, et c'est faux sur 2 points que je vais aborder. Déjà, le premier point, c'est physiquement. En faisant des transformations aussi rapides, donc des régimes hyper restrictifs sur un temps aussi court, généralement tu perds énormément d'eau et pas que du gras. Mais en plus de ça, il y a aussi beaucoup de personnes qui te montrent des avant-après avec une lumière bien plus avantageuse sur l'après que sur l'avant. Et bien souvent, cette perte de gras et d'eau que tu as fait sur les 30 jours, ce n'est clairement pas une perte de gras qui est durable et maintenable sur du long terme. Pour voir un réel changement physique, pour avoir un changement physique visible, il faut minimum 8 semaines, et je dirais vraiment 8 à 12 semaines pour avoir vraiment une bonne transformation. Donc, point numéro 1, en 30 jours, le physique n'a pas le temps de réellement changer. Point numéro 2, c'est au niveau comportemental. En 30 jours, tu n'as clairement pas le temps de venir ancrer les comportements qui te permettent non seulement de perdre du gras, mais surtout de le maintenir après cette perte de gras. D'ailleurs, on entend souvent dire qu'il faut environ 21 jours pour réussir à ancrer une nouvelle habitude dans ta routine, mais en réalité, ces 21 jours, c'est une idée qui vient d'une anecdote, je pense, des années 60. C'est pas quelque chose de scientifiquement prouvé. Et il y a d'autres études, notamment une étude qui prouve que pour réellement changer une habitude sur du long terme, il faut environ, en moyenne, 66 jours. Donc 66 jours pour qu'un nouveau comportement devienne automatique. Alors ça varie entre 18 et 250 jours en fonction de la personne, en fonction des habitudes de base qu'elle a, etc. Mais c'est clairement, littéralement, 3 fois plus que ce qu'on a tendance à dire. Donc en 30 jours, déjà, ton corps, il n'a pas le temps de réellement changer. Mais en plus de ça, t'as pas non plus le temps de faire des comportements qui te permettent cette perte de gras, des comportements automatiques. Donc, résultat, c'est que non seulement t'es déçu parce que tu vas dans le miroir, mais en plus de ça, tu ne cesses de te battre inconsciemment contre tes anciens démons, tes anciens schémas comportementaux. Et malheureusement, c'est dans ce genre de moment que la motivation redescend et où il y a ce fameux rebond qui arrive. Donc le rebond, c'est le moment où tu vas reprendre tout le poids que tu as perdu, voire peut-être même en reprendre plus. Et c'est pas de ta faute, c'est juste que ce nombre de 30 jours, ce n'est pas la réalité, que ça soit physique comme comportemental. La perte de gras et la prise de muscle, que tu le veuilles ou non, c'est un jeu long terme. Et c'est un jeu long terme sur les 2 tableaux du coup que je viens d'aborder, que ça soit sur le temps que le physique change réellement, tout comme le temps que tu parviennes à ancrer ces nouvelles habitudes dans ton cerveau et qu'elles deviennent automatiques. Et ce qui est cool par contre, c'est qu'une fois que ces habitudes sont devenues automatiques, ça ne devient même plus un effet. Ça devient en fait partie de ton quotidien et tu le fais sans même te poser de questions. Parce que tu sais que ça va te faire du bien, que ça va te faire te rendre plus en forme, que ça va te rendre en meilleure santé, etc. La dernière tendance, et pas des moindres, c'est le skinny talk. Donc c'est toute culture sur les réseaux qui met en avant la minceur extrême comme objectif ultime. Et qui d'ailleurs, en parallèle, a tendance à montrer que le sous-manger, le fait de se sous-alimenter, c'est une forme de discipline. Je pensais vraiment, j'avais l'impression que cette culture de la minceur, c'était un peu derrière nous et qu'on mettait plus du tout ça en avant, mais je sais pas pourquoi, mais ces derniers mois, j'ai l'impression que ça revient énormément. Et tu t'en doutes, je trouve ça assez problématique. Vouloir changer sa silhouette et vouloir perdre du gras, vouloir prendre soin de soi, c'est une bonne chose en soi, ce n'est pas problématique. Là où ça devient problématique, c'est quand cet objectif de vouloir se sentir forte et confiante passe vers le toujours plus mince, toujours moins de nourriture, toujours plus de sport, toujours plus de cardio et vouloir devenir toujours plus mince. Quand je vois tout ça, je me demande pourquoi en fait? Quel est le but? Comme je l'ai expliqué plus tôt dans cette vidéo, pour devenir aussi mince et le maintenir sur du long terme, il va falloir non seulement que tu t'affames, mais aussi que tu fasses du cardio à gogo, que tu aies une dépense énorme au quotidien et que tu mettes à mal ta santé physique comme mentale. Donc sauf si tu veux y perdre ta santé, j'y vois clairement pas l'intérêt. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de venir chercher à trouver, à mettre en place une routine,
un équilibre qui va non seulement te permettre d'atteindre tes objectifs là maintenant, de changer ta silhouette là maintenant, mais aussi de la maintenir sur du long terme. Et comme je l'ai dit, de se demander quelle est la composition corporelle, la définition corporelle que je peux non seulement atteindre, mais aussi maintenir tout en restant en bonne santé physique comme mentale. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'aura peut-être fait ouvrir les yeux sur certaines choses que tu peux voir sur les réseaux sociaux et qu'on a tendance à normaliser, alors que ce n'est clairement pas normal, voire même dangereux pour la santé. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à me le dire aussi en commentaire, ça me fait ultra plaisir. D'ailleurs, si tu as des questions, n'hésite pas aussi à me le demander en commentaire, je réponds à toutes vos questions. Et puis, si tu veux aller plus loin, tu peux retrouver un e-book gratuit pour t'aider à structurer ton alimentation et à structurer tes entraînements dans le lien en bio juste en dessous. Et si tu veux aller encore plus loin, je propose aussi des accompagnements personnalisés que tu peux retrouver dans le lien en dessous dans ma bio. Et puis sinon, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que je sors une vidéo par semaine qui parle de perte de gras et de prise de muscle. Ciao!